Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le 7 janvier, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé la fin prochaine aux États-Unis de son programme de fact-checking. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Here's what we're going to do. First, En résumé, il n'y aura plus sur Facebook de programme de vérification des contenus par des médias tiers. Ces articles, appelés des fact-checks, étaient publiés par Meta quand certains posts s'avéraient inexacts ou trompeurs. Ce revirement a suscité de grandes inquiétudes, car le fact-checking est un rouage essentiel de la lutte contre la désinformation et les manipulations qui déstabilisent les régimes démocratiques. L'AFP est aussi concernée, puisque le fact-checking, c'est une de nos activités principales et nous faisons partie des médias partenaires de Facebook. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui connaît ça de l'intérieur, Julie Charpentras, notre rédactrice en chef chargée de l'investigation numérique, de nous expliquer comment ça marche, comment travaillent ces fact-checkers et en quoi ces programmes sont nécessaires. Sur le fil. Bonjour Julie. Bonjour. Alors en ce moment, on a énormément d'informations sur la tech et toi, tu es rédactrice en chef du service d'investigation numérique à l'AFP. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle ? Donc l'investigation numérique à l'AFP, c'est essentiellement les activités de fact-checking. Il y a 150 journalistes dédiés à cette activité à l'intérieur de l'AFP. On travaille en 26 langues. On couvre plusieurs dizaines de pays. L'idée, c'est vraiment de pouvoir produire des articles de vérification dans le plus de langues possible, en fait, au plus près des langues dans lesquelles circule la désinformation. Et on sait à quel point elle est mondiale et transfrontalière. Et c'est quoi alors ? Comment on vérifie ? Chaque journaliste de l'équipe en fait, passe énormément d'heures tout simplement sur les réseaux sociaux à scruter des allégations, des publications, des photos qui peuvent être partagées en dehors de tout contexte. Les allégations qui peuvent en fait conduire à tromper le grand public, à l'induire en erreur, à lui faire prendre des mauvaises décisions, par exemple en termes de santé publique ou des choses comme ça. Le fact-checking, c'est le fait de vérifier en fait des publications et des déclarations qui sont déjà dans le domaine public, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on va faire traditionnellement dans le journalisme, où avant de publier, ce qui est la marque de fabrique aussi de l'AFP historique, à savoir de vérifier, sourcer, recouper, donner du contexte avant de publier éventuellement l'information. Là, on vient après, en fait. La publication sur les réseaux sociaux est déjà en train de circuler. On vient a posteriori. Après, les méthodes de vérification, ce sont les mêmes que dans le journalisme traditionnel, c'est-à-dire appeler des sources, plusieurs, les recouper, expliquer comment on travaille aussi. Et ils se servent de plein d'outils qui permettent aussi de faire, dans certains cas, des investigations assez avancées sur certains sujets. Alors ça, par exemple, dans un travail qu'on a fait au moment des débuts de l'invasion russe en Ukraine, quand il y a eu le massacre du village de Boutcha, les Russes avaient allégué le fait que les cadavres qui se trouvaient dans la rue principale de la ville étaient là après leur départ. Donc dédouanant leur responsabilité de ce massacre, il a été possible, grâce à un double travail, un travail de terrain et un travail en ligne de nos équipes, de déterminer, notamment grâce à des images satellites, depuis quand les cadavres étaient présents dans Boutcha et contredire les allégations des Russes. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu complètement essentiel en fait. Le fact-checking, il est antérieur au monde numérique. Il correspond peu ou prou à une pratique qui est née essentiellement aux États-Unis, qui consistait tout simplement à l'intérieur d'un média à avoir d'autres journalistes qui venaient vérifier le travail de leurs collègues, tout recouper, parfois rappeler des sources. Depuis, la pratique et le terme a un peu changé pour devenir aujourd'hui la vérification a posteriori de ce qui circule sur les réseaux sociaux ou par la voie de personnalités publiques. Voilà, il faut vraiment avoir en tête que les plateformes de Meta, c'est 3 milliards d'utilisateurs, c'est absolument énorme. Le réseau X aussi est plus petit, mais a aussi une forte influence. Énormément de gens tirent leurs informations et leurs connaissances du monde à travers les réseaux sociaux, d'où l'importance de les aider à s'y retrouver. Alors justement, au milieu des années 2010, si je me souviens bien, il y a eu une énorme mise en cause des plateformes pour la désinformation qui circulait et ses conséquences. Et c'est assez passionnant d'en parler avec toi parce que,
En fait, tu as un vrai parcours de spécialiste sur ce sujet. Tu étais en poste à San Francisco où tu suivais la tech juste à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens de cette époque ? À l'occasion du Brexit puis de l'élection de Donald Trump, on a commencé à se rendre compte que les réseaux sociaux avaient une influence possiblement politique et surtout pouvaient être manipulés, avec à ce moment-là des campagnes de manipulation de l'opinion, de manipulation de l'information qui ont été mises au jour. On peut considérer que 2016-2017 ont été un point de bascule au sens que les opinions publiques et les responsables politiques dans le monde se sont rendus compte que les réseaux sociaux, ce n'était pas que pour partager ses photos de vacances, mais que ça pouvait avoir un véritable impact dans la vie réelle. En 2017, notamment au moment où j'étais à San Francisco, la mise en cause des plateformes était un des sujets majeurs de la politique américaine. Facebook était tous les jours sous le feu des élus américains, de la presse américaine. Oui, donc c'était le fameux scandale Cambridge Analytica, qui est très bien raconté dans le documentaire The Great Hack. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. We didn't take a broad enough view of our responsibility. It was my mistake, and I'm sorry. Donc, Facebook a eu recours à un certain nombre d'organisations journalistiques à l'époque, y compris l'AFP. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Facebook ? La volonté de Facebook et de Mark Zuckerberg, elle a été très claire. C'était que le groupe Facebook, Meta aujourd'hui, ne voulait pas, il le disait tout le temps, ne voulait pas censurer, ne voulait pas être arbitre de la vérité. Leur domaine direct à eux, c'était simplement ôter les contenus qui enfreignaient leurs règles sur le racisme, l'apologie du terrorisme, toutes ces choses-là. Pour ce qui relevait de la lutte contre la désinformation, il a souhaité avoir recours à des médias extérieurs, à des sources indépendantes. Et c'est pour ça qu'il s'est adressé à des médias comme l'agence France Presse notamment, mais il y en a plusieurs dizaines dans le monde qui font la même chose. Et donc, ça consiste, pour un média partenaire, à repérer un certain nombre de choses fausses qui peuvent circuler sur Facebook et à rédiger des articles de vérification, écrits en toute indépendance. Et sur la base de ces fact-checks, Facebook fait diminuer la viralité des publications qui sont considérées, que l'on a évaluées comme fausses, trompeuses. Et l'article du média partenaire vient apparaître en dessous de la publication. Il est très important de noter que les contenus évalués par des journalistes de cette façon-là ne sont pas supprimés. Et alors, la modération, en fait, c'est quoi exactement ? Comment ça marche ? Ça, c'est pas la partie des journalistes, c'est la partie de Meta, avec parfois des entreprises sous-traitantes, mais qui n'ont rien à voir avec des médias. Parfois, c'est fait automatiquement par algorithmes qui sont là pour supprimer les contenus appelant à la haine. Quand on a entendu parler d'attentats retransmis en direct sur des lives sur Facebook, les appels à la violence, la pornographie, le racisme, tout ce qui est interdit formellement par les règles de Meta et parfois d'ailleurs dans certains pays par la loi. Cette modération-là va aussi être un petit peu baissée de niveau et certains contenus, je pense notamment à certains contenus sur le genre ou sur l'immigration, vont être désormais autorisés. Nous allons nous débarrasser de tout un tas de restrictions sur des sujets comme l'immigration et le genre, qui sont hors sol par rapport au discours mainstream. Ce qui relevait d'un mouvement qui avait pour but d'être plus inclusif a finalement servi à étouffer des opinions et les voix de personnes qui ont des idées différentes. C'est aller trop loin. Je veux que les gens puissent partager leurs croyances et leurs expériences sur nos plateformes. Alors, ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est que comme tu étais à San Francisco, ton quotidien, c'était de suivre les déclarations de Mark Zuckerberg et d'autres patrons de la tech. Et il a évolué, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne. À l'époque du premier mandat de Donald Trump, la position de la tech en général et de Facebook notamment était différente de celle d'aujourd'hui dans la mesure où il y avait plus souvent une forme d'opposition. Alors, ça pouvait être une opposition idéologique avec la tech qui avait quand même historiquement la réputation d'être
plus progressiste. Pendant le premier mandat de Donald Trump, le monde de la tech s'était opposé assez vivement à la décision, à la volonté de l'administration Trump de limiter fortement les visas pour les travailleurs étrangers. Or, la tech avait énormément besoin d'ingénieurs venant de l'étranger, par exemple d'Inde. Et il y a aussi eu le fameux moment où Trump lui-même a été banni de Facebook, si je me souviens bien. Au moment des émeutes du Capitole en janvier 2021. À ce moment-là, il y a une décision qui a été prise par Mark Zuckerberg, qui lui était demandée d'ailleurs par une partie des politiques américains et des utilisateurs de bannir Donald Trump du réseau. Parce que Donald Trump relayait sur X d'ailleurs et sur Facebook ce qu'on pouvait considérer comme étant des appels à la révolte. Donald Trump a gardé une énorme rancune à l'égard de Facebook et de Mark Zuckerberg suite à son bannissement. Alors sur cette évolution, je crois qu'il y a aussi des choses tangibles. C'est par exemple les changements que Mark Zuckerberg a opérés au sein du conseil d'administration de Meta récemment. L'annonce de Meta d'abandonner progressivement le programme de fact-checking d'abord aux États-Unis a été précédée du départ de Nick Clegg, donc, qui était un ancien vice-premier ministre britannique, qui avait porté toutes ces questions de lutte contre la manipulation du réseau. Il a été remplacé par Joel Kaplan, un républicain. Et la question de fond, finalement, c'est et maintenant, d'après toi, quelles sont les conséquences ? Les risques pour les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est de ne plus avoir de points de repère et d'éléments qui leur permettent quand même un minimum de naviguer entre tout ce qu'ils voient sur leur fil d'actualité. On voit que l'abandon quasi total par Elon Musk sur le réseau X de toute modération a donné lieu quand même à la réapparition d'un certain nombre de figures qui étaient coutumières de partage de théories complotistes et de désinformation. La disparition éventuelle du fact-checking sur les plateformes de Meta pourrait potentiellement faire courir un risque similaire. Alors Mark Zuckerberg promet de remettre la vérification entre les mains du public en disant qu'il s'inspire d'un programme qui est mis en place par Elon Musk sur X. En quoi ça consiste ? Ce qu'on appelle les community notes en anglais, donc en français notes de contexte ou notes de la communauté, où en fait c'est demander aux usagers de faire la vérification eux-mêmes. Donc il y a des cas, si on prend le modèle de ce qui se passe sur X, il y a des cas où ça peut fonctionner. Effectivement, une majorité d'utilisateurs arrive à redonner le bon contexte et à aider les autres usagers. Le problème, c'est que ces notes-là, elles-mêmes peuvent être instrumentalisées. C'est-à-dire que les notes de la communauté sur X n'ont le droit d'être publiées que quand une majorité d'utilisateurs est allée dans le même sens. Or, qui dit parfois la majorité des utilisateurs a raison, mais parfois la majorité peut s'être trompée, de bonne foi ou par volonté de manipulation politique. J'ai une dernière question pour toi, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la polarisation de la société, de comment la désinformation peut aussi déboucher sur des conséquences qui peuvent au final créer en fait des désordres même. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tout ça s'articule ? Il faut vraiment avoir en tête que la manipulation de l'opinion via les réseaux sociaux, c'est pas que faire de la désinformation pure et simple, c'est pas que appeler à voter pour telle ou telle personne. C'est pas ça, on parle pas de ça en fait. Généralement, les ressorts de la désinformation et de la manipulation, c'est jeter de l'huile sur le feu sur des dissensions qui existent déjà dans les pays. Par exemple, il y avait un exemple qui m'avait vraiment frappé quand j'étais aux États-Unis et que je couvrais ces questions-là. C'était, vous vous souvenez sans doute, du mouvement Black Lives Matter. Et en fait, il y avait été apparu des faux comptes Black Lives Matter sur les réseaux sociaux. Si on regarde précisément ces publications dont Facebook avait dit qu'elles n'étaient pas authentiques,
on voyait que le contenu de ces posts siglés Black Lives Matter était extrêmement incendiaire. Ils appelaient à tuer des Blancs, à faire des pillages, etc. Donc, sous couvert d'avoir l'air de faire du militantisme pro-mouvement de défense des Noirs, ça pouvait justement avoir comme effet de montrer que ces mouvements-là étaient extrêmement violents, faisaient du racisme anti-blanc. Et donc, il s'agit d'abord de créer le chaos, que les gens ne sachent plus s'y retrouver. Peut-être vous l'entendez autour de vous, des gens ou vous-même, vous vous dites « mais je ne sais plus quoi croire, je ne sais plus qui croire, ça part dans tous les sens, je n'y comprends plus rien » et qui peut aboutir à se désintéresser de la vie politique, se désintéresser de l'information en général, parce que c'est le chaos. Merci infiniment, Julie. Sur Le Fil revient demain. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Et si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt.